Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO. Nous sommes dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins pour 52 minutes d'antenne autour d'une question: la nature inspire-t-elle toujours les artistes? Une question à laquelle l'exposition L'Arbre de Vie, qui se tient depuis le 15 février jusqu'au 28 juillet ici au Collège des Bernardins, répondra de plusieurs manières. Collective et transdisciplinaire, cette exposition donne à voir les œuvres de 23 artistes, sans compter celles du Commissariat pour un arbre de Mathieu Mercier. En partant de cette actualité, nous allons ouvrir des chemins de découverte de ces œuvres d'art contemporain et nous allons questionner leurs divers rapports à la nature. Autour de la table, 4 invités. Émilie Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste et 2 de vos œuvres sont exposées ici dans l'exposition L'Arbre de Vie pendant plus de 5 mois. Nous reviendrons avec vous sur ces œuvres, sur leur élaboration. Et en attendant, je présente cet ouvrage qui est paru l'année dernière, me disiez-vous, et qui revient sur une décennie de travail. C'est bien ça ? C'est une première monographie chez Manuela Édition, qui est parue en octobre dernier. À vos côtés, Jérôme Alexandre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes théologien, spécialiste des pères de l'Église. Vous enseignez la théologie à la faculté Notre-Dame. Vous êtes également ici co-directeur du département de recherche La Parole de l'Art, donc ici au Collège des Bernardins. Gaël Charbot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire d'exposition indépendant, également éditeur, critique d'art, et vous êtes l'un des 2 commissaires de l'exposition L'Arbre de Vie. Vous avez fondé en 2003 le journal Particules, dédié à l'art contemporain. Enfin, Alain Berland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'autre commissaire de l'exposition. Le public des Bernardins vous connaît déjà puisque vous êtes également programmateur pour les arts visuels au Collège des Bernardins. Et je précise également qu'entre autres collaborations, vous écrivez régulièrement pour la revue Mouvement. Alors, commençons pour traiter cette question de la présence de la nature dans l'art contemporain ce soir par aborder cette actualité, puisqu'elle offre de véritables réponses à la question posée. J'aimerais dans un premier temps, Gaël Charbot, que vous nous donniez un petit peu, nous racontiez quel a été le fil conducteur qui vous a permis tous les 2 de bâtir cette exposition, de l'élaborer. Et je voulais également savoir si cette question de la nature et de son inspiration, l'inspiration qu'elle suscite auprès des artistes, est venue tout naturellement. Ce qui est venu naturellement pour nous, c'est, la base de notre travail, c'est de la familiarité qu'on peut avoir avec les artistes contemporains et l'art contemporain. Et effectivement, je dirais que le vivier d'œuvres en rapport, en tension, en connexion sur la nature, encore faudrait-il définir de quoi on parle quand on dit le mot nature. Justement, qu'est-ce que ça représentait dans votre tête au départ, oui. Cette idée de nature. On a travaillé, je dirais, à différents degrés qui vont entre, je le dis pas de manière péjorative, mais du cliché jusqu'à une conception beaucoup plus peut-être philosophique, spirituelle, voire peut-être pour certaines œuvres mystiques ou en tout cas très très forte, très chargée. Et pour nous, l'idée au début, comme c'est un sujet, l'Arbre de Vie, qui est quand même à la fois qui est lié au texte, au récit, qui est en même temps extrêmement vaste, puisqu'il ne concerne pas que les cultures occidentales. Cette figure de l'Arbre de Vie, on le retrouve dans énormément d'histoires, de peuples. On n'a pas eu la prétention d'en faire une sorte d'explication de texte. Et comme on l'a répété souvent, notre projet, c'est effectivement de faire une exposition et pas un exposé. Et donc, la question n'est pas de dire qu'on a balayé de fond en comble cette question. D'établir un catalogue. Qui serait une sorte de réservoir de tout ce qui concernerait l'Arbre de Vie. Loin de là.
Au contraire, on a essayé de créer les conditions d'une expérience pour le public. Et je dirais même que cette expérience, elle était réelle pour nous, puisque pour nous, ça a été un cheminement. D'abord, un dialogue avec Alain constant, un dialogue avec Jérôme aussi, qui a apporté ses fruits à notre démarche. Et puis, évidemment, après, ça a été des visites d'ateliers, des connaissances ou un travail sur des artistes qu'on connaissait déjà. Et comment est-ce que toutes ces œuvres auxquelles on a pensé immédiatement par rapport à tel sujet, par rapport à telle partie, si je peux parler comme ça, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais enfin, il y a tellement de choses à dire sur l'arbre de vie. On s'est demandé où est-ce que cette œuvre qui nous plaisait beaucoup, est-ce qu'elle avait son mot à dire, est-ce qu'elle pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça que c'est élaboré, je dirais, de manière extrêmement dialectique, le projet. Alors, dans un article paru récemment dans Questions d'artistes, la revue publiée par le Collège des Bernardins, vous parliez de la thématique de l'arbre et vous disiez que c'est un sujet d'investigation infini pour les plasticiens. Tout en lui est signifiant, cet arbre nous a obligés à aller loin dans notre relation aux œuvres et aux artistes. Qu'est-ce que ça a signifié, aller loin avec cette thématique ? Aller loin, c'était justement essayer de ne jamais, dans le cadre de l'illustration, tout en étant quand même suffisamment ouvert et je dirais généreux, pour ne pas être dans une exposition qui serait trop codée et qu'on ne pourrait pas vivre ou avec laquelle on ne pourrait pas entrer en connexion sans avoir le mot de passe ou en tout cas le mode d'emploi. Et donc toute la difficulté... Pour aller loin, je dirais, dans une relation avec une œuvre, c'est aussi voir comment cette œuvre, même si on la connaît, même si on connaît le travail de l'artiste, comment est-ce qu'elle peut quand même redevenir à une forme d'immédiateté, à une forme de nouveauté. De nouveauté, oui, pour nous, effectivement, comment est-ce qu'elle résiste à ces lectures ? Est-ce qu'elle s'épuise est-ce qu'une œuvre dit quelque chose et puis après, finalement, une fois qu'on a compris ça, on n'éprouve plus rien à son contact, ou bien... Quand je disais aller loin, c'était justement comment est-ce qu'on peut arriver à réunir des œuvres qui durent au sens où leur sécrétion, je ne sais pas si ce mot est juste, mais comment est-ce qu'elles peuvent continuer à sécréter du sens et comment est-ce qu'elles vont continuer à donner du sens à proximité des autres œuvres. Parce que je ne peux pas monopoliser la parole, mais l'idée était effectivement de voir non pas des œuvres séparément, mais de créer un environnement qui permette des tensions, des connexions, des souterrains, des manières de se parler entre œuvres d'art. Et de raisonner. Et de faire confiance au public pour être à l'intérieur de ce tissu de connexion. Alors, Alain Berland... J'aimerais revenir avec vous brièvement sur les 3 espaces d'exposition parce que je crois que c'est très important de le comprendre pour entrer dans ce processus de l'arbre de vie. Oui, quand on s'est posé les questions de quel choix d'œuvres on allait faire et comment on allait les agencer dans l'espace, évidemment que la question de ce bâtiment s'est posée, puisque là, on n'est pas dans un cube blanc tel qu'on le rencontre dans la plupart des centres d'art ou dans les lieux d'exposition, disons des institutions ou des galeries. Là, vous êtes dans un bâtiment qui a une telle force, qui a une telle présence. Je crois que ce bâtiment, d'ailleurs, nécessite, avant de pouvoir l'occuper avec des œuvres, de bien le connaître, il nécessite d'y séjourner longtemps. Et je pense qu'une exposition thématique comme celle qu'on propose aujourd'hui, avec Jérôme et Gaël, n'aurait pas été possible pour moi il y a 2 ans. Il a fallu que je m'imprègne du lieu, de l'esprit du lieu, parce qu'il y a effectivement il y a des pierres, mais il y a aussi un esprit, il y a quelque chose qui vit dans ce lieu qui est absolument unique. Alors à partir de là, évidemment, on a pensé la structure du bâtiment et le bâtiment ici, il se pense dans son horizontalité. C'est un long parcours dans la nef, la sacristie. Et entre-temps, on est passé par la librairie, on est passé par le centre de restauration. Et puis, au bout de tout ça, vous avez un jardin, donc sacristie, nef, jardin. Tout cet ensemble était une contrainte d'exposition forte. Donc, on s'est dit que
C'était un peu étrange de penser l'arbre, évidemment, au départ, dans un premier temps. Comment penser l'arbre qui est, lui, qui est une croissance et qui n'est pas un flux, et donc qui est dans sa verticalité et pas dans son horizontalité, pouvait cohabiter avec un lieu qui lui-même était un lieu horizontal. Donc il fallait... C'est pourquoi, sur le carton d'exposition, pour ceux qui ont pu le voir, on a utilisé cette métaphore de l'arbre couché, de l'arbre suspendu à son point d'équilibre et que vous verrez dans la sacristie, qui tourne donc à son point d'équilibre et sur son axe. Vous le verrez, parce que nous avons décidé de composer donc 3 lieux avec une sacristie qui sera le lieu des forces telluriques, c'est-à-dire le lieu des racines, toujours par analogie, et puis la nef et le jardin qui constituent le tronc et le branchage. Alors, avant de découvrir le travail d'Émilie Benoît avec elle-même, et puis en compagnie des autres invités, je me tourne vers vous, Jérôme Alexandre. Pour l'exposition, vous avez sélectionné une douzaine de passages bibliques, et dans plusieurs d'entre eux se trouve l'expression arbre de vie. La plupart de ces passages, vous le racontez très bien dans ce fameux article, citent les espèces présentes dans les paysages du Proche-Orient ancien. Et ces textes accompagnent les visiteurs de l'exposition. Il y avait, j'ai l'impression, de votre côté, une volonté de créer des correspondances peut-être inattendues, des évocations. De quelle manière avez-vous sélectionné ces textes? Et puis, deuxième question, que nous disent-ils, ces textes, plus généralement, de la tradition judéo-chrétienne de l'arbre? Voilà. Oui. Il s'agit donc d'une exposition d'art contemporain, vous l'avez compris, et en aucun cas d'art chrétien. Néanmoins, nous conservons un titre. Nous avons choisi absolument de vivre cette construction de l'exposition sous ce titre, l'arbre de vie, qui évoque directement la grande tradition judéo-chrétienne et la Bible. Donc la question est de se saisir de ce vis-à-vis improbable peut-être, mais néanmoins extrêmement suggestif et intéressant, des données d'une très ancienne culture et d'une création contemporaine, par ailleurs, qui ne travaille pas spécialement la thématique chrétienne, est plutôt même éloignée, on peut dire, de référence. On pourrait en trouver ici ou là dans certaines œuvres, mais enfin, ça n'est pas vraiment, en général, l'intention des artistes. Et de saisir par là le fait, en effet, de correspondance entre la très forte prégnance de l'arbre dans les cultures anciennes, dans la culture ancienne et dans une longue tradition religieuse, et aujourd'hui, dans un temps dont l'exposition démontre, je pense, qu'il s'intéresse, que les artistes s'intéressent, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être supposer quand on ne connaît pas bien l'art de notre temps, s'intéresse absolument, en effet, à la nature en général, à l'arbre en particulier. Alors l'arbre de vie, c'est cette expression qui est en effet produite au début de l'écriture dans le livre de la Genèse, dans ce fameux récit du chapitre 2 de Genèse. Je vous lis le petit extrait qui est très beau, qui montre à quel point l'arbre survient tout de suite finalement dans la révélation biblique, juste après le fait que Dieu façonne l'homme. Donc, le Seigneur Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, désirables à voir et bons à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cet arbre de vie, on le retrouvera dans l'Apocalypse, à la toute fin de l'Écriture, et à parcourir l'ensemble du texte biblique, on s'aperçoit que les arbres sont extrêmement souvent évoqués dans la Torah, dans les textes prophétiques, dans les écrits de sagesse, dans les évangiles, bien sûr, combien d'évocations de Jésus directement à la thématique de l'arbre, dans des paraboles, dans des enseignements
L'arbre est vraiment un compagnon de l'enseignement spirituel tout au long de l'écriture d'une manière extrêmement intéressante. Il faut bien sûr aussi faire référence à Jésus lui-même pendu à l'arbre de la croix. Au cœur de la révélation biblique, dans ce moment évidemment essentiel dans la révélation proprement chrétienne, l'instrument de torture pour la mort de Jésus, qui est bel et bien, la croix est un arbre, à tel point que la tradition, assez rapidement, les pères de l'Église en particulier, parleront très souvent de l'arbre de la croix. Jésus est comme pendu à un arbre. Et alors, il y a donc d'un côté l'arbre de vie et au cœur l'arbre de mort, qui est aussi l'arbre de gloire, très vite, puisque Jésus meurt pour ressusciter. Et donc l'arbre, évidemment, dans le christianisme en particulier, une symbolique extrêmement forte. Alors, de fait, l'exposition pourra être parcourue avec l'accompagnement sonore d'une série de textes. Extraits, j'avais l'embarras du choix parce qu'il y en a de très nombreux, donc dans l'écriture, je le disais, une série de textes qui pourront être entendus et qui viendront comme ça un peu en contrepoint sonore, finalement, faire jouer cette tension, cette différence, ces proximités ici ou là, entre donc cet univers des textes bibliques et puis l'univers de la création contemporaine. Peut-être pour montrer justement qu'il y a des effets de lien, très intéressant. Alors, on va poursuivre avec vous, Émilie Benoît. Deux de vos œuvres, je le disais tout à l'heure, sont présentées dans cette exposition. Nous allons commencer par évoquer Micromousse, qui est exposé dans la sacristie. Alors, Micromousse, je ne sais pas si les téléspectateurs pourront voir, mais je tente de leur montrer à quoi peut ressembler Micromousse. De quoi est-il question avec cette œuvre? Pouvez-vous nous en parler un petit peu? La décrire un petit oui. peu. Alors il s'agit d'une sculpture qui est effectivement montrée dans la sacristie. Elle est en fait reliée donc à la salle des Racines. Et c'est une pièce qui date de 2010. Et qui en fait évoque le monde, l'évolution du monde vivant et tout particulièrement les origines, pris sous l'angle de deux choses qui sont le milieu terrestre et le milieu marin. Et cette limite entre les deux, en fait, qui est donc suggérée par cette pièce qui est plutôt cubique, et qui permet, par son basculement placé dans la salle, en fait, de montrer l'une et l'autre partie. Et c'est basculé par une certaine pente peut faire osciller le regard, en fait, entre ces parties. J'aimerais que vous nous expliquiez dans quel matériau elle est fabriquée, cette pièce. Alors, elle est essentiellement composée de dérivés de polymères, donc de la famille des plastiques, à 80, sans doute, très certainement d'ailleurs à plus de 90%. Je pense que l'aspect, quand on la découvre, c'est pas forcément ce qui frappe en premier lieu. L'intérêt étant puisque je voulais évoquer, c'est vrai, le monde vivant, par le biais en fait de l'émergence des micro-organismes. Donc de part et d'autre, donc j'en parlais du milieu terrestre et du milieu marin. J'ai voulu en fait, c'est vrai, évoquer le monde vivant à travers les végétaux, les cristaux, le monde animal sous différentes formes. Et j'évoquais le fait que c'est vrai qu'en très grande partie, elle est donc composée de matières plastiques, de dérivés de polymères, ce qui fait partie de mes matériaux maintenant récurrents depuis plus d'une décennie. Et sous différentes formes. Alors je tiens à dire en fait que cette pièce, pour la constituer, en fait, elle est le fruit quand même d'une longue collecte, parce que je parlais de dérivés de polymères, il était question de les récupérer, et c'est sous forme d'une collecte longue que j'ai faite de 2 ans,
qui m'a permis, côté terre et côté mer, en fait, et en particulier en Bretagne, là où je peux travailler une partie de l'année, de récupérer l'ensemble des matières qui ont constitué cette pièce. D'autre part, elle est aussi constituée d'un noyau, donc d'une grande partie, en fait, d'une matière qui revient aussi, qui est aussi elle-même, qui peut s'appeler tout simplement le polystyrène, sous la forme de microbilles de polystyrène. J'y tiens beaucoup et ça revient en fait ponctuellement maintenant quand même depuis 2002. Sous la forme de cartographie, ces microbilles de polystyrène, elles sont là pour évoquer justement le principe de micro-organismes sous la forme d'amalgame qui permettrait, en fait, pour ma part, en fait, de développer toute une forme de collection, de cartographie qui constituerait une collection de cartes, d'un ensemble de cartes. Et cela, à l'œil, en fait, quand vous la découvrirez, si vous ne l'avez pas déjà vu, on a une sensation de pixels placés les uns à côté des autres, qui est une façon aussi vraiment qui fait partie d'un travail d'ensemble où je viens, quand je constitue des volumes, je viens amalgamer ces points dont je parlais. Alors, Émilie Benoît, avant d'évoquer l'autre œuvre présentée dans cette exposition, je crois qu'il faut préciser que votre travail d'artiste s'appuie bien souvent et peut-être pratiquement chaque fois sur des théories scientifiques et notamment sur les sciences naturelles. Vous utilisez dans votre travail certaines théories sur l'évolution des minéraux, la géophysique, la nature. Vous intéressez également aux études des neuroscientifiques. Le regard posé sur la nature et donc aussi sur l'homme, diriez-vous que c'est un élément central finalement de votre travail ? Oui, j'évoquais le monde du vivant. Je pense que effectivement, ça fait partie d'un élément central. L'évolution, j'ai eu un très grand choc en fait en 2009. J'ai en fait découvert les écrits d'un biologiste américain qui est Jared Diamond à travers une trilogie. Parmi cette trilogie, un livre qui s'appelait Effondrement, qui date de 2005. Et ce biologiste, en l'occurrence de l'évolution, qui maintenant est professeur de géographie en Californie, à travers cette trilogie, en fait, m'a fait prendre conscience, je parlais d'un choc, mais c'est sans doute le cas, m'a fait prendre de cette conscience, en fait, par rapport à la nature. Et donc, j'essaye à travers, j'en parlais je le regroupais sous le terme du monde du vivant, de l'évolution, de pouvoir parler, de pouvoir transmettre, ou de pouvoir, en tout cas, à partir de l'observation que j'en fais, me servir de ce que j'ai pu ressentir à travers la biologie, parce que c'est un monde qui me passionne en premier lieu, parce que j'ai l'impression de construire comme ça à travers mes volumes, c'est-à-dire de micro-organismes qui s'amalgament. À travers ce biologiste, c'est vrai, je découvrais en fait la conscience que pouvait être la perception par le micro et le macro, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans cette nature, de comprendre le présent, mais aussi le passé et d'avoir une vision sur le futur. Donc de pouvoir retransmettre cette nature à travers les trois temps différents. Et c'est ce que j'essaye en tous les cas. J'aimerais faire réagir les trois autres invités. Je pense que tu dis parce que ce qu'on perçoit peut-être pas, et c'est vrai que c'est difficile oralement, c'est la qualité plastique de la pièce. Et c'est vrai que c'est très compliqué de se la représenter. Enfin, c'est pas très compliqué de se la représenter par rapport à ce visuellement, que tu dis. Mais c'est une pièce qu'il faut imaginer très théâtrale, en fait, très spectaculaire, parce que ça va très très bien dans le sens de ce que tu décris. Quand vous verrez la pièce, d'abord on la surplombe. Donc la pièce, telle qu'on l'a mise en scène, on la voit de une dizaine de mètres, on va dire. Dès qu'on entre dans la sacristie, on s'en approche petit à petit. On a essayé de la mettre en valeur le mieux possible. Et en fait, on arrive très vite à la surplomber. Et on ne sait plus quelle échelle on a, nous. Parce que Émilie, évidemment, est extrêmement modeste sur son travail. Et c'est une pièce qui est extrêmement, je dirais, fascinante dans son procédé, la manière dont ça a été construit. On voit que ça lui a demandé énormément de travail. Et à un moment, il y a une sorte de renversement d'échelle. On a l'impression soit d'être un géant qui survole un territoire,
dont on ne verrait pas la limite, soit en tournant autour, c'est une pièce qui nécessite d'être regardée sous différents angles, soit d'être à l'inverse, dans un espèce de fond marin, et puis d'être une devant un créature, rocher, voilà, par exemple. Et encore sous un autre angle, elle a une dimension presque de ville. Alors je sais que ça, vous n'êtes peut-être pas encore à vous en faire une idée précise, mais c'est pour ça que vous irez la voir avec plaisir. Et sous un autre angle, de voir quasiment une ville en ruine. On a une cité en ruine qu'on ne perçoit pas du tout sous un certain angle. Et tout ça étant constitué de ce qu'on identifie clairement très vite, quand on s'en approche, de morceaux de polystyrène, de bouts de plastique, de câbles, mais à aucun moment on a l'impression de voir un déchet. Enfin, je veux dire qu'on n'a pas l'impression de voir que ça a été fait avec des rebus. Pour ne pas s'arrêter toute l'émission sur cette pièce, il faut continuer à avancer. Vous parliez tout à l'heure, parce que j'ai vu la pièce avec vous, d'une impression de paysage. On a aussi l'impression de se trouver devant un paysage. Je voulais revenir sur cette question de l'imitation. Avec l'art contemporain, on n'est plus dans une démarche d'imitation de la nature, mais on est quand même dans un rapport singulier à la nature, dans une volonté d'observation. Et j'ai l'impression que dans cette exposition, plusieurs artistes partent, comme Émilie Benoît, de données scientifiques, de connaissances nées d'observations toujours scientifiques. Est-ce un hasard que de restituer certaines images ou certains motifs de la nature sans pour autant être sur le motif, de la représenter à partir de l'imagerie ou à partir de textes et sans être forcément sur le motif comme l'ont pu faire certains peintres. C'est important aussi cette distance-là, c'est notre rapport urbain aussi. Donc je pense, en tout cas moi c'est en quelques mots. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'on est dans un moment de crise, c'est-à-dire que l'idée de nature, l'idée du paysage, c'est une question qui est beaucoup posée d'ailleurs dans les expositions. On a vu une grande exposition sur l'origine du paysage au Grand Palais, on en a vu beaucoup d'autres. Il suffit de googliser l'idée de nature dans l'art contemporain ou l'idée de paysage, vous allez trouver tout un tas d'occurrences. Ce qui veut dire quand même qu'on est fondamentalement dans une idée de crise. Donc si on est en crise, il est normal que les artistes s'arrêtent, se posent des questions, aillent chercher dans les atlas, aillent chercher dans les encyclopédies, voire des encyclopédies qui n'ont pas été numérisées. Donc aller chercher toute une série d'images, comme peut le faire Émilie Benoît, mais comme le font d'autres, comme le fait Marc Dayan, comme pourrait le faire aussi Michel Blasi. Donc toute une série de recherches qui permettent de comprendre, puisque l'idée de progrès est quand même maintenant une idée dont on se méfie. Ce n'est plus, on ne se dit pas qu'il y a un horizon idéalisé. On essaye de poser la question du temps présent et de ce qui s'est mis en place dans le passé. Donc on va voir toutes ces questions mises en place sous des formes parfois théoriques, parfois un peu arides chez certains artistes, et puis d'autres qui ont encore une jouissance du matériau, qui n'hésitent pas à être dans le savoir-faire, comme peut l'être Émilie. Et donc nous allons proposer différents aspects de ces recherches, mais on peut dire que l'idée de nature, même si elle n'est pas l'obsession de tous les artistes, de toute façon, intervient pratiquement toujours à un moment dans leur questionnement. Oui, Jérôme Alexandre, sur cette question-là, justement. On voit que progressivement dans l'histoire, si on remonte au XVIIe, XVIIIe siècle, où s'affirme beaucoup la place de la nature dans l'art et d'une nature qui est de plus en plus reçue pour elle-même, on voit que progresse jusqu'à notre époque qui emporte peut-être la donnée d'une manière paroxystique, le vis-à-vis en renvoi d'interrogations existentielles très profondes entre l'homme et la nature. L'époque romantique, par exemple, a fait surgir des représentations de la nature comme étant absolument la réplique d'un soi se questionnant sur sa destinée, l'angoisse de la vie, la solitude. La nature, dans la romantique, s'est montrée menaçante, déchaînée. Elle s'est mise à parler de la mort et de la vie. Et ce qui a toujours sans doute fasciné les artistes, mais qui peut-être, Alain parle de crise, je crois que c'est assez juste. On vit un temps de grands questionnements
angoissé, plus sur ce versant-là, plutôt que de questionnement positivant. Bon, eh bien, ce qui se signale vraiment, c'est le trouble, peut-être d'une nature mise à mal, ça c'est les grandes questions écologiques si importantes, tout ça, mais d'une nature qui se fait le miroir d'un homme extrêmement inquiet de son propre devenir, inquiet du sens de sa vie même. Je crois que c'est ça, la nature, elle a toujours intéressé l'art, mais de plus en plus, elle a intéressé l'artiste s'interrogeant sur le soi humain, finalement, parce qu'on a pris progressivement de plus en plus conscience que la nature, c'est finalement ce qui évoque le plus vertigineusement la vie, tout simplement. Alors, il peut y avoir une manière extraordinairement positive, joyeuse, confiante, finalement, de voir dans la nature le symbole de la vie et de s'y référer pour cette raison. Mais c'est aussi beaucoup dans l'art contemporain, je crois, le questionnement angoissé sur qu'est-ce que le vivant, d'où ça vient, quel est le sens de tout ça. La nature, à la différence de l'objet fabriqué, c'est ce qui finalement est devant soi, un élément de la vie sur lequel l'homme n'a pas de maîtrise. Finalement, on ne sait pas produire le vivant. Alors, sur cette question de la maîtrise, justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire de votre côté, Émilie Benoît? J'aurais envie d'évoquer quelque chose par rapport à la notion de crise et ce dont vous venez de parler, que je trouve absolument très juste. J'aimerais juste ajouter la notion de fragilité. J'ai l'impression qu'il y a une acceptation des artistes de vouloir, ou en tout cas d'essayer de vouloir transmettre ça à travers leurs travaux. Et je trouve que l'exposition, en l'occurrence, pour ma part, je la ressens comme ça. Il y a cette fragilité que je peux percevoir, par exemple, dans La pluie de Thomas Fougérolles ou dans Les abris de Bruno Serralong, ou enfin tout un certain nombre de pièces, en l'occurrence, quel que soit le médium d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée ce dialogue-là. Mais il y a cette acceptation et cet homme qui est en devenir et ces questionnements qui se fait autour. On est dans cette époque où on n'a plus la certitude d'affirmer les choses. On est là pour observer, on est là pour retransmettre ces sensations-là. Et c'est vrai que la fragilité, moi j'en fais vraiment, j'en tiens compte énormément de par le fait que les matières même sont reliées à ça et que tout participe à transmettre ça aussi, parce que je pense que les questionnements découlent du fait que on accepte. Et cette fragilité peut naître à travers le fait qu'on ait remis en question les notions de progrès. On est dans cette phase suivante, dans cette étape qui permet de se remettre en question, nous aussi. Vous montrez également à travers l'utilisation de certains matériaux l'impact de l'homme, des fabrications industrielles par exemple, sur la nature, et de là naît aussi cette fragilité. Absolument, c'est-à-dire que je parlais beaucoup de composants plastiques, il y a une idée de peut-être parfois de fragments indestructibles qui découlent de ces matières qui sont des dérivés de polymères en l'occurrence. Elles deviennent indestructibles, certes, mais elles deviennent aussi, de par le fait qu'elles soient comme ça, elles deviennent polluantes. Et c'est vrai que ça en est assez déroutant. Sur cette idée de fragilité, je crois savoir qu'Alain Berland y a été sensible. C'est en tout cas ce qui apparaît dans ce fameux texte. Oui, il y a l'idée de fragilité de la nature, l'idée de fragilité de l'humain. Là, vous allez donc ce qui va faire le lien entre ces deux éléments, c'est peut-être la pièce de la toile de Séraphine de Senlis. Vous savez que tous qu'elle était servante et, au début du XXe siècle et que c'était une humble dont le rapport à la nature était très fort puisqu'elle ne peignait que des bouquets de fleurs. Et on s'aperçoit d'ailleurs que chez les primitifs modernes, que ce soit Séraphine de Senlis déjà cité ou le douanier Rousseau, le rapport à la nature est soit fantasmé, soit existant, mais en tout cas il est toujours extrêmement fort. Je crois qu'il y a ce lien entre les humbles et la nature aussi qui peut être, qui est
que l'on citera dans l'exposition. Pourquoi avoir choisi 2 œuvres de Séraphine de Senlis, qui est morte déjà depuis le milieu du XXe siècle, si je ne m'abuse. Pourquoi ce choix-là précisément? Pourquoi? Parce qu'il me semble que dans un lieu comme celui-ci, mais aussi dans les autres expositions, et que je ne fais pas qu'ici, il y a cette nécessité de parler des artistes qui proviennent de milieux où l'art est inexistant, ou qui sont censés ne pas avoir accès à l'art. Parce que, de mon point de vue, qui suis un militant culturel, l'art est quand même un outil formidable d'émancipation, un outil qui ouvre les consciences, et il me semblait donc utile de rappeler que les humbles, les malades mentaux, et on avait déjà montré Judith Scott ici, qui était trisomique, sourde et muette, ont leur place dans le champ artistique. Alors pour aller plus loin, et pour les spectateurs qui auraient envie d'aller plus loin sur Séraphine de Senlis, il faut rappeler qu'elle a été découverte en 2008 par le grand public grâce au film Séraphine de Martin Provost, et que ce film racontait son histoire, et l'actrice qui l'interprétait était Yolande Moreau. Donc c'est bien... Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les biopics. Voilà. Et ce film est remarquable, parce que la plupart du temps, on retrouve tous les clichés du genre, mais celui-ci a une forme de sobriété de par l'excellence de son interprétation, et puis je pense par la véritable implication qu'a eu toute l'équipe, et elle permet de voir, si vous avez l'occasion, ce que peut être la présence de l'art dans une vie. Alors, pour revenir au travail d'Émilie Benoît, il y a donc une seconde œuvre qui est présentée sur les fenêtres ici. Sur 2 fenêtres. Voilà, le titre c'est Ces de part et d'autre de l'entrée. C'est ça. C'est une sorte de buisson du vivant, c'est comme ça que vous le nommez. Alors, une partie, simplement, donc mon intervention qui est de l'ordre d'une invitation à intervenir sur ces 2 fenêtres qui sont hautes, tout de même très haute, environ 6 mètres de hauteur. Vous avez raison, il y a une partie qu'on pourrait apparenter à un buisson du vivant, mais qui est donc la partie la plus haute, qui est une partie plus blanche, plus lumineuse, plus transparente. Et dans la partie du bas, sur les 2 fenêtres, une partie plus sombre, plus grise en l'occurrence, qui est tirée du graphite, donc un aspect plus minéral, plus gris, qui n'est pas relié au buisson du vivant, mais qui est davantage relié à l'arbre du vivant et à ses classifications à travers, c'est vrai, une recherche que j'ai faite tirée d'une série Ces milieux, là en 2011, et qui... vraiment sous la forme de citation, je le dis parce que c'était vraiment une forme d'hommage aussi. Je ne travaille pas forcément toujours comme ça, mais il était question d'aller rechercher les documents à travers leurs archives, et en l'occurrence des recherches qui ont été faites au Musée d'Histoire naturelle. Tout un travail d'un, là aussi, biologiste, qui s'appelle Ernst Haeckel, qui inspire encore actuellement pas mal d'artistes, qui est passé par des études de médecine, de biologie marine, qui est je le disais, un biologiste, mais aussi un naturaliste, et qui a retranscrit à travers ses recherches les diverses classifications des espèces, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de l'homme parfois, en passant par les végétaux, l'homme dont les vous animaux. dites d'ailleurs qu'il n'est plus au centre de ce buisson. Absolument. Et ça, c'est important. Alors, une partie sombre, j'en parlais sur la partie basse des fenêtres. Vous le verrez, il y a un très grand contraste entre les deux, qui est une partie, j'allais dire, plus obsolète, qui à la fois est très très belle, parce que vraiment, c'est une citation par rapport à cette personne, Ernst Haeckel. Cette classification n'est pas toujours encore d'actualité, et la partie haute est une image, elle est tirée en tout cas d'une source qui est beaucoup plus récente, piochée d'ailleurs comme je peux le faire parfois dans l'histoire de l'art ancien, ou parfois dans l'imagerie scientifique moderne, et en l'occurrence là c'est le cas ce qu'on pourrait appeler le buisson du vivant, où l'homme n'est plus au centre des espèces mais parmi les espèces, et en l'occurrence les archées et les bactéries, et en mettant en place dans ce cercle les archées, les bactéries, les eucaryotes, et l'homme étant parmi la dernière. Voilà.
Alors, je me tourne vers vous, par exemple, l'un des deux commissaires, pour aborder cette fois-ci la question de la beauté. Alors, est-ce qu'il y a, à travers cette exposition et à travers le thème de la nature, de l'arbre de vie, une recherche de la beauté, et peut-être pas une idée de la beauté au sens classique, mais qu'est-ce qui surgit de ces représentations-là? Voilà. Là, je suis vraiment désolé, mais la beauté, c'est comme la nature. Là, ça mériterait, à mon avis, de dépasser largement le cadre de cet entretien, parce que j'ai aucune idée de ce qu'est la beauté, ni de ce qu'est la laideur, par rapport à... Je pense que ça s'éduque. Donc, c'est comme le goût. D'ailleurs, donc, les deux peuvent se conjuguer. Les deux se conjuguent. La beauté peut être inquiétante. Ça veut dire qu'on cherche à faire surgir de l'émotion. Non, je ne veux pas. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, je dirais, en fait, on parle de beauté dans une communauté de goût. Je dirais, pour le dire simplement, c'est-à-dire que quand on partage avec des gens un certain nombre de fondamentaux ou dans un groupe un certain nombre de codes, on peut dire c'est beau et l'autre peut vous regarder en vous disant j'ai compris. On a déjà abordé ce thème plusieurs fois sur ce plateau d'ailleurs. Voilà. Alors j'imagine que quand on dit beauté, peut-être en parlant de certaines pièces de cette exposition, peut-être que certaines personnes du public vont nous dire horreur ou mocheté ou bien laideur ou atroce. De la même manière que quand tout à l'heure la question je dirais de représenter la nature, qu'est-ce que ça veut dire représenter la nature? En faire une copie fidèle, effectivement à l'ère de la reproduction absolue de la nature et du monde sur lui-même, à quoi bon représenter la nature? On peut déjà la représenter ou la photocopier, je dirais. Or, moi, je crois que la nature, c'est une idée neuve, c'est une idée très neuve, l'idée de nature. Évidemment, comme l'idée d'aller se baigner dans la mer est une idée assez neuve. Beaucoup de populations qui constituent notre histoire, la nature, ils ne la voyaient pas comme une grande beauté, ils la voyaient comme un terrain peuplé d'animaux sauvages, peuplé de brigands qui étaient prêts à vous détrousser, et c'était certainement pas l'endroit où on allait tomber dans une forme d'émerveillement. Donc, il y a peut-être cette idée que la nature et la contemplation de la nature représentée étaient source de... Absolument, mais en fait, la nature, c'est ce que vous y mettez, vous. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que je songe, par exemple, à une artiste comme Jenny Bourassin qu'on présente dans l'exposition, qui produit des peintures tout à fait étonnantes, des peintures à l'huile, qui représentent essentiellement, enfin en tout cas pour une grande partie des catastrophes, donc des tornades, des incendies. Cette artiste, sa principale source d'inspiration, elle est intérieure, puisque ces images, elle les trouve dans des magazines ou sur Internet. Et il ne faut pas négliger aujourd'hui le rapport absolument médiatique qu'on a avec la nature. Qui fait l'expérience de la nature ? Peut-être les artistes, mais ils font cette expérience au travers d'instruments qui sont les mêmes que les nôtres. Mais évidemment, et c'est là où la part artistique est essentielle, et c'est là où le travail sur et je pense que c'est le cœur de notre sujet, c'est que c'est pas la nature, mais c'est comment est-ce que cette nature, elle est retravaillée. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de plus beaux mots, mais en tout cas, effectivement, et peut-être comment elle est rendue dans sa beauté, mais sa beauté qui n'est pas une beauté définissable par des critères, mais comment elle passe au filtre de ce que l'artiste en extrait et comment il nous montre cette nature. Alors Jenny Bourassin, par exemple, pour le coup, c'est tout à fait presque réaliste. Qui fait de la peinture à l'huile, c'est ça. Elle peint essentiellement avec ses mains, enfin, c'est-à-dire, oui, elle prend pas ses pieds, je vous l'accorde, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle travaille souvent avec ses doigts. Sans pinceau. Sans pinceau, absolument. Et donc, ce qu'elle arrive à donner comme souffle, réellement comme densité à ses peintures, est tout à fait étonnant. Et elle l'écarte complètement des images d'origine, qui sont des images qu'on peut retrouver sur Internet ou qu'on peut trouver dans des magazines. Je dirais des images qui n'ont pas de qualité d'œuvres ou qui sont plutôt des témoignages. Et je crois que c'est là où le regard de l'artiste est extrêmement important, c'est dans sa capacité à transformer ce que nous-mêmes nous voyons, mais à le passer dans un filtre qui est celui d'une forme d'expression et d'arriver à partager cette chose-là. C'est ça qui est très important. Et puis il y a aussi... Et on retrouve ça évidemment chez Émilie. Chez Thomas Fougerolles qui propose d'expérimenter également. Est-ce que vous pouvez en parler justement du travail de cet artiste ? Thomas Fougerolles, c'est un peintre qui expérimente un certain nombre de techniques, je dirais, qui se pose la question, comme beaucoup de peintres aujourd'hui, que peindre, et ça on fera 10 émissions sur ce sujet. Mais et Thomas, il a trouvé une technique tout à fait
est étonnante, qui est probablement le fruit d'un mélange de hasard et d'expérimentation. Il a apprêté des toiles de petits formats, il a couvert simplement la surface de la toile de peinture assez épaisse. Et quand un orage approche, ou quand une pluie, une grosse averse s'annonce, il place ses peintures, ses supports sous la pluie. Et en fait, la surface fraîche de la peinture est marquée des impacts des gouttes d'eau. Et ensuite, avec une bombe aérosol, il vient simplement souligner la surface de la toile, il vient simplement vaporiser un peu d'aérosol à la surface de la toile. Et là, je pense que c'est une des pièces qui sera très surprenante pour beaucoup de spectateurs dans cette exposition. À quelques mètres, on a l'impression de voir des photographies de la NASA. On ne peut pas le dire mieux que ça, des photographies de la Lune ou d'une planète X ou Y. Et évidemment, quand on s'approche, on découvre que c'est de la peinture et que cette peinture a été produite alors ça, on ne peut pas forcément le deviner, mais que cette peinture a été produite par de la pluie. Et là, il y a un geste d'artiste qui est très très fort, puisque un terrain qu'on supposerait fertile, dont on suppose que c'est une photographie d'un astre, se révèle en fait fabriqué par la pluie terrestre qui est en bas de l'atelier. Là, je dis oui, il y a de la beauté. Mais il y a de la beauté, parce que d'abord ces images sont belles et ces peintures sont belles, mais il y a de la beauté aussi dans ces raccourcis qu'il prend et dans ce que ça peut compresser, je dirais, comme dimension. C'est-à-dire que là, on passe du cosmique au quotidien, à la pluie, qui est finalement quelque chose qu'on connaît tous. Voilà, ça, quand une œuvre envoie ce genre de choses, quand elle est capable de ramasser ce genre de choses, cette densité, de nous la renvoyer, de la comprimer, là, je dis, le coefficient d'art, comme disait Marcel Duchamp, est très très fort, c'est-à-dire que la densité d'art est très forte. C'est vous qui venez de reprononcer le mot beauté, c'était volontairement provocateur. Mais je me tourne vers Jérôme Alexandre pour lui faire redire ce mot peut-être, et comment vous prenez ces démarches d'artiste. Mais oui, la beauté, c'est pas très compliqué en fait. La beauté, c'est ce qui nous touche. Alors, en effet, il n'y a pas de critères objectifs formels, ou alors il se déplace sans cesse, et bon, mais toujours ça a été cela, et c'est absolument vérifiable, évidemment, que c'est cela aujourd'hui. La beauté, c'est ce qui nous touche. Une œuvre peut être laide et vous toucher, et dans ce cas, on va sûrement convertir ce qui pourrait s'apprécier extérieurement, objectivement, comme assez difficile, repoussant, je ne sais quoi, excessif, tout ce qu'on veut, critère formel de laideur, on va le convertir en beauté. On dira, mais non, c'est beau. Et bon, voilà. Et pourquoi la nature est si souvent belle? C'est ça la question. Pourquoi, en définitive, la nature continue à être une réserve de beauté? Parce qu'elle est une altérité par rapport à l'homme et à ses limites. Voilà, l'homme se projette dans des objets qu'il fabrique, tout ça, mais d'une manière qui est limitante, alors, on peut produire de très beaux objets, cela dit. Et la nature est toujours une réserve formidable de dépassement, justement, de ses limites. Elle est un facteur d'étonnement permanent. Alors, la science nous le montre, évidemment, complètement, en décryptant le microcosme des végétaux, des minéraux et autres. Bon, mais aussi bien la nature vue avec l'œil naïf, tout simplement, de celui qui regarde la mer, qui regarde les montagnes, un paysage, etc. C'est absolument beau. J'ai vu il y a quelques mois une vidéo d'artiste au musée du Jeu de Paume, tout à fait intéressante, j'ai oublié son nom, mais qui avait eu l'idée très extraordinaire d'attacher une caméra à un faucon ou un aigle apprivoisé, et qu'il envoyait donc voler très haut et très loin dans un paysage de montagne. Et donc, heureusement, l'oiseau revenait et l'artiste s'emparait donc du résultat filmé de ce travail. Et c'était incroyablement beau pour deux raisons. La montagne, bien sûr, mais aussi le fait que l'effet de nature était redoublé par le fait que c'était un animal, donc un être au fond très près de la nature, très naturel, qui portait parfaitement inconsciemment au fond ce pouvoir de lecture comme ça de l'œuvre. Vous vous souvenez du nom de cet artiste? Dis-le Alain. Pardon? Laurent Grasso. Absolument superbe. Tu as vu cette œuvre aussi? Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé la pièce, mais je n'aime pas le dispositif que je trouve emphatique, mais en tout cas, pour montrer la pièce, j'aime la pièce. J'avais juste envie de dire la chose suivante par rapport à la notion de beauté, parce que je trouve que
Pourquoi pourquoi on pourrait le relier à la nature actuellement, c'est que j'ai l'impression que la nature est de l'ordre de la beauté parce qu'on la voit de plus en plus. Et on la voit, pourquoi de plus en plus? Parce que la technologie nous permet de la voir de plus en plus. Alors ça rejoint complètement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'à travers les outils qui se sont développés, ça rejoint aussi le fait de voir de très près, mais aussi, c'est vrai, on l'oublie un petit peu, mais avant les années 50, on ne pouvait pas plonger dans les profondeurs. On parlait de l'eau, de l'élément de l'eau tout à l'heure. C'est important de savoir qu'on avait l'imaginaire qui était extrêmement développé parce qu'on n'avait pas les images derrière et que c'est à partir, alors on le connaît tous, mais le commandant Cousteau et des gens comme ça qui ont permis, à travers le fait qu'ils se déplacent à partir des années 50 avec leurs caméras, et de pouvoir enfin avoir des images et de pouvoir mettre une image sur une espèce, sur le monde vivant, sur la nature, et de pouvoir vraiment avoir quelque chose de plus net par rapport à ces impressions simplement. Donc je pense que beaucoup d'artistes dont on parle ont quand même cette source première de pouvoir, comme ma part, avoir accès au documentaire, qui est une notion très très importante, je trouve, parce que ça retransmet aussi cette nature-là et la façon dont on va ensuite pouvoir la transposer à travers l'art, le documentaire filmé, l'image en mouvement et c'est vrai, l'imagerie scientifique quand elle est statique aussi, sous d'autres formes. Et l'émotion peut naître de la manière dont l'artiste nous montre ces images-là. Via Internet ensuite, mais tout ça fait qu'on a quand même un réseau de moyens de pouvoir la découvrir. Très, 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 très belle en fait. Et on la découvre encore en fait sous cet angle, sous différents angles. Voilà. Alors, Émilie Benoît, merci à vous trois également. Cette émission est maintenant terminée. Je voulais tout de même préciser qu'il y a une véritable programmation autour de cette grande exposition L'Arbre de Vie, qui, je le rappelle, se tient jusqu'au 28 juillet, donc vraiment plus de 5 mois ici au Collège des Bernardins. Un cycle, une séance de cinéma le 4 mars, un concert qui aura lieu le 21 mars, une expo philo débat jeune public qui se déroulera le 13 avril et puis des concerts et des ateliers intitulés Grandeur Nature du 15 au 22 avril 2013. C'est vraiment pour le Collège des Bernardins ici une exposition très riche que nous vous invitons évidemment à venir voir. C'est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h et même le dimanche et les jours fériés, donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas venir le voir. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre et à très bientôt sur l'antenne de KTO. Merci, bonne fin de soirée sur notre chaîne.